Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le samedi 20 septembre 2025 et au programme de ce 427e épisode, une cyberattaque contre Collins Aerospace perturbe Heathrow, Bruxelles et Berlin. Le MI6 lance un portail dark web de recrutement baptisé Silent Courier. L'opération Phantom NetVoxel d'APT28 ciblant l'armée ukrainienne est détaillée par Sequoia.io. Une faille critique dont Jinjava HubSpot permet une exécution de code à distance. Et là, j'ai pris un petit coup de vieux. Ton Rosendahl quitte la présidence de la Blender Foundation après 32 ans de carrière, dont 24 ans en tant que président. Bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources utilisées dans la description de l'épisode, ainsi que sur le site de radiocessort.org. The Record nous informe que le service de renseignement extérieur du Royaume-Uni, le fameux MI6, a lancé un portail sur le dark web destiné au recrutement d'espions. L'annonce a été faite vendredi par Sir Richard Moore, actuel directeur sortant de l'agence, lors d'un déplacement à Istanbul. À la fin du mois, il sera remplacé par Blaise Maître-Willy, première femme à prendre la direction du MI6. Le nouveau dispositif s'appelle Silent Courier. Il s'agit d'une plateforme de messagerie sécurisée. Hébergée sur un site en point oignon du réseau Tor, elle vise spécifiquement le recrutement d'agents disposant d'informations sensibles sur le terrorisme, l'instabilité internationale ou les activités hostiles du service de renseignement. Des instructions d'accès ont été publiées sur une chaîne YouTube vérifiée, disponible en plusieurs langues dans l'onglet, le français, l'espagnol, l'arabe, l'ourdou, l'hindi et le russe. La vidéo d'accompagnement met en scène des individus fictifs choisissant de contacter le MI6 via Silent Courier. Le ministère britannique des Affaires étrangères a confirmé le soutien de cette initiative. La ministre, Yvette Cooper, a souligné que l'utilisation de technologies avancées doit permettre de recruter de nouveaux espions, y compris en Russie ou dans d'autres régions sensibles. Le MI6 précise que les personnes intéressées doivent utiliser le navigateur Tor depuis un appareil non lié à leur identité et éviter les connexions Internet associées directement à leur domicile. Bref, si vous voulez une Aston Martin, je vous recommande de contacter ce site. Et ils sont désespérés de faire un truc pareil. Un avis neutre, on avait dit un avis neutre sur ce podcast. Une information qui fait du bruit sur l'ensemble des réseaux de ce jour, ce samedi, et le Guardian l'a aussi remonté ainsi que Security Affairs, une cyberattaque a visé Collins Aerospace. Alors on ne connaît pas trop Collins Aerospace, mais c'est une filiale de RTX qui perturbe les opérations dans plusieurs aéroports européens. Les aéroports les plus touchés sont Heathrow, Bruxelles et Berlin. L'attaque a ciblé le logiciel Muse, utilisé pour l'enregistrement et l'embarquement des passagers ainsi que des bagages. L'incident a débuté vendredi soir et a entraîné l'arrêt des systèmes électroniques, forçant le recours à des procédures manuelles. Les retards et annulations de vols ont provoqué de longues files d'attente et des milliers de passagers ont été bloqués. Collins Aerospace a confirmé une perturbation liée à la cybersécurité, mais a minimisé son ampleur, précisant que l'impact concernait uniquement l'enregistrement et le dépôt des bagages. Selon la société, des opérations manuelles permettraient de limiter les conséquences. Bruxelles Airport a indiqué que seul l'enregistrement manuel était resté disponible, avec des perturbations attendues jusqu'à samedi. Berlin Airport a signalé de longues files d'attente, tandis que Heathrow a conseillé aux voyageurs de vérifier l'état de leur vol avant de se déplacer. D'après l'agrégateur Cirium, 29 vols ont été annulés sur les 3 sites sur un total prévu de 651 départs à Heathrow, 228 à Bruxelles et 226 à Berlin ce samedi. De plus, la Commission européenne a déclaré qu'aucun signe d'attaque généralisée n'avait été identifié et qu'une enquête sur l'origine de l'incident était en cours. Et c'est là que rentrent les experts en cybersécurité qui soulignent que cette attaque illustre les risques liés à la dépendance à un fournisseur unique dans l'aviation. Entre 2024 et 2025, les attaques contre ce secteur ont augmenté de 600%. Bref, si vous prenez l'avion, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le nombre de personnels qui restaient. Ils ont tout automatisé, il y a très peu de personnel pour vous servir. Vous passez en mode manuel, ils ont dû pleurer. Selon un article de Hacker News, l'ASPAS alerte sur une campagne généralisée de vol d'informations. Cette campagne cible les utilisateurs de macOS via de faux dépôts GitHub. Ces dépôts distribuent des programmes malveillants, se faisant passer pour des outils légitimes
Et LastPass confirme que des dépôts frauduleux ont redirigé des victimes potentielles vers le malware infostealer Atomic. De nombreux outils populaires sont ciblés. La liste inclut OnePassword, Dropbox, Gemini, Notion ou SentinelOne. Les attaques utilisent le référencement SEO. Les liens vers les sites GitHub malveillants sont poussés en haut des résultats de recherche Bing et Google. Et ces pages GitHub sont créées par de multiples noms d'utilisateurs pour contourner les mesures de blocage. Ces pages malveillantes invitent les utilisateurs à copier et exécuter une commande sur l'application terminale. Et cette action déploie le malware Atomic Stealer. Les chercheurs Alex Cox, Mike Kozak, sinon Nicolas va encore saigner des oreilles, et Stephanie Schneider de l'équipe Team et de LastPass ont analysé la menace. Des campagnes similaires ont déjà été utilisées dans des publicités Google malveillantes pour Homebrew. Des dépôts GitHub publics ont également été exploités pour héberger des charges utiles à Maday. Selon un rapport de Sequoia.io, qui date du 16 septembre, l'acteur de menace APT28, également connu sous le nom de Sofacy ou Fancy Bear, mène une campagne nommée Phantom NetVoxel. Cette opération cible le personnel administratif militaire ukrainien. L'attribution d'APT28 à la direction principale du renseignement de l'état-major général de la Russie est confirmée. La chaîne d'infection débute par des documents Office malveillants livrés via des chats Signal. Ces documents contiennent des macros VBA qui vont déployer le malware, et l'attaque utilise une technique de détournement, ce qu'on appelle de détournement COM, pour assurer la persistance de l'implant. Elle dépose 2 fichiers, une bibliothèque DLL malveillante et un fichier PNG. Cette DLL, nommée prnfldr.dll pour une des variantes, est enregistrée dans la base de registre. Elle va exécuter ensuite le processus explorer.exe. Elle extrait un shellcode dissimulé en sténographie dans les bits de poids faible des pixels du fichier PNG, un fameux windows.png, et ce shellcode va charger en mémoire un stageur HTTP du framework open source Covenant. Ce chargeur, interagit avec les API des services cloud légitimes Cofre, IceDrive et Filen pour la communication C2. Il dépose ensuite les portes dérobées de Bearshell et le spyware SlimAgent. Je vous recommande fortement cet article de chez Sequoia. C'est une boîte française. Il bosse super bien. C'est un très très bon niveau. Et si vous voulez voir un rapport de CTI qui n'est pas généré avec de l'IA, c'est le bon plan. Personnellement, je m'appuie sur leurs travaux. Et je ne suis pas client. Alors cette annonce, c'est pas de la cybersécurité. C'est plutôt... là, j'ai pris une grosse claque. Ton Rosendahl a annoncé qu'il quitterait ses fonctions de président et de PDG de la Blender Foundation. Sa démission prendra en effet le 1er janvier 2026. Après avoir travaillé sur Blender pendant 32 ans, et dirigé la Foundation pendant 24 ans, Ton Rosendahl a déclaré vouloir se concentrer davantage sur lui-même. Il restera toutefois actif au sein de l'organisation en siégeant au conseil de surveillance. Alors pour rappel, chères auditrices et chers auditeurs, Blender, c'est une suite logicielle de création 3D qui est gratuite et en open source. Elle est utilisée pour de nombreuses étapes de la production 3D. On peut parler de la modélisation, la sculpture numérique, l'animation, le rendu, le composite, les effets spéciaux, tout ce qui est simulation de fluide, de fumée et de tissu, le montage vidéo, l'animation 2D. Et il s'agit vraiment d'un outil complet, open source. Moi, ce qui m'a fait là où je me suis pris vraiment une grosse claque, c'est qu'on utilisait Blender pour faire des fractales et on testait comme ça nos cartes réseau quand elles avaient quelques mégaoctets. Quand on avait une carte qui avait 4 mégaoctets de mémoire, vous voyez, on sourit quand on voit ce qu'on a en giga aujourd'hui, et qu'on avait ces boules de fractales qui passaient sur nos PC, c'était le kiff. On se voyait avec des amis qui avaient des BBS. Bon, je vous raconte ma life, mais ouais, c'était un autre monde, quoi. On savait ce que c'était le coût du poids de l'octet. Et quand on codait quelque chose, ouais, on était hyper radin, quoi, à vrai dire. En tout cas, ouais, j'ai pris une claque. C'est pour ça que je l'ai mis. Je me suis fait plaisir. C'est l'avantage d'avoir son podcast et son média. Comme disent mes potes, tu te gênes pas trop, c'est ton média. Bon, enfin, bravo en tout cas à cette personne. 24 ans et après 32 ans dans l'open source. Oh, mon Dieu, je vais bientôt finir à l'EHPAD. Selon un article d'Anapriya du 19 septembre, une faille critique a été découverte dans le moteur template Jinjava de HubSpot. C'est une vulnérabilité qui permet à des attaquants de contourner le sandboxing pour atteindre l'exécution du code à distance ou une RCE. Cette faille exploite une intégration d'Object Mapper qui va autoriser la désérialisation d'entrées non contrôlées. Elle permet de contourner les classes en liste noire et utilise la classe JavaType.
Une preuve de concept sur la version 2.8.0 de Jinjava montre comment un attaquant peut lire les fichiers locaux. L'instanciation de la classe java.net.url permet également des attaques de type SSRF et la lecture de fichiers. Et les versions de Jinjava 2.8.0 et antérieures sont vulnérables. HubSpot a publié un avis de sécurité et a corrigé le problème dans la version 2.9.0. Bref, vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch son HubSpot. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du samedi 20 septembre touche à sa fin. Il est 22h15. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Vous avez vu, la newsletter, elle est sortie. Ouais, c'est la 29e, 29e newsletter. Incroyable. J'ai fait pas mal d'articles sur NPM et les dépôts qui ont été attaqués au mois de septembre. Vous les retrouverez sur le blog. C'est pas de la pub. Sur le blog, j'ai fait quand même un pavé. Là, c'est vraiment pour comprendre. Je me suis permis sous LinkedIn de faire un carrousel. J'aime pas trop ce format-là. Les gens adorent, mais moi, je déteste. Je trouve ça tellement... c'est creux, quoi. Mais bon, il faut quand même faire un peu du joli. Si je veux devenir un jour un cyber-influenceur avec des milliards de followers. Non, ça va pas m'intéresser, ça. J'ai fait la première couche sur la dalle d'étanchéité, il a plu toute la journée, et ça fuit beaucoup moins. Il n'y a plus que quelques petites gouttes qui sont passées. À la deuxième couche, ça devrait être bon d'étanchéité. Je suis hyper content parce que ça veut dire que je vais pouvoir avancer sur le studio vidéo. Je ne vous ai pas oublié. Et demain, petite surprise. Je vous raconterai ça. À tout à l'heure ou à demain. Au revoir.